c'est là que ça a chauffé en fait pour moi. Le terroriste m'a mis dans l'encadrement de la porte, il s'est glissé derrière moi, il a posé son arme sur mon crâne. Et un des clients dans cette file lui a fait une remarque. Le terroriste a dit toi, tiens-toi, t'es le prochain. Et il l'a abattu devant les autres. Tout de suite, il me dit, j'ai fait une petite action, j'ai pas tué beaucoup de gens, mais ça suffit. Maintenant, il me reste à mourir en martyr en essayant de péter du flic. Aujourd'hui, on reçoit Julie, qui a été l'otage d'un attentat terroriste dans un supermarché à Trèbes, à côté de Carcassonne. Elle a été héroïquement sauvée par le gendarme Arnaud Beltrame. Voici son histoire. Est-ce que tu peux nous raconter du coup le début de cette journée du fameux 23 mars 2018 ? J'ai fait le petit détour en partant au travail pour déposer ma fille chez sa nounou. Et j'ai pris mon poste, on a fait l'ouverture du magasin. Et c'était une matinée où il y avait beaucoup de retours, de départ et de retour de camions de location. Donc je faisais beaucoup d'allers et retours avec l'extérieur sur le parking pour contrôler les camions. Et j'attendais ma pause, il était 10h30, je regardais ma montre en me demandant combien de temps ma collègue pourrait me relever. Est-ce que c'est à ce moment-là que le terroriste est rentré dans le Super U ? En fait, le terroriste est entré dans le magasin, mais personne ne l'a remarqué. Comme quelqu'un qui allait faire ses courses. Comme quelqu'un qui allait faire ses courses, il a quand même pris une trajectoire un peu particulière, mais ça n'a choqué personne. Il est passé devant les caisses, il est entré dans le magasin par la dernière caisse. Il a rapidement jeté un œil dans les rayons du fond et il est revenu vers la dernière caisse, la caisse la plus éloignée de moi. Et sur le coup, personne ne se doutait de quoi que ce soit. C'était un client un peu bizarre, mais sans plus. Sans plus. Et en fait, il a commis son premier meurtre à ce moment-là, à la dernière caisse. Et c'était très étrange, mais personne n'a remarqué non plus, en fait. Qu'il avait commis un meurtre ? Oui, parce que son pistolet, on a tous cru entendre un claquement de palettes qui tombe au sol. D'accord. Clac. Ok. Ma collègue, la caissière, qui a assisté au meurtre, en l'occurrence c'était le meurtre de Christian, notre collègue, le boucher. D'accord, c'est la première victime. Il a été abattu à la caisse alors qu'il discutait avec notre collègue, la caissière. Ma collègue n'a pas crié. Elle était dans la stupeur. Elle a appelé Christian, elle s'est levée pour le voir. Christian, lui, s'est allongé derrière la caisse, donc en fait personne n'a vu le corps non plus. Et elle n'a pas crié. Et le terroriste, voyant qu'il ne faisait pas son effet, s'est mis, lui, à crier « Allahu Akbar ». Et cette première victime est décédé sur le coup ? Oui, en fait, Christian était un homme sportif, ça se voyait. Il n'y avait pas de vigile le matin au Super U à cette époque-là. Et c'était probablement une des personnes qui aurait pu potentiellement arrêter ou perturber l'action du terroriste. C'est peut-être, je n'en sais rien, mais c'est peut-être pour ça qu'il a été abattu en premier. Quand même. Oui. D'accord. Et puis, donc, le terroriste s'est avancé à remonter le fil des caisses. Il y avait assez peu de monde, il n'y avait que 3 caisses d'ouvertes. Donc c'était le matin, il était à peu près 10h, 10h30, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et les clients qui étaient à la caisse du milieu ont essayé de ne pas lui donner trop d'importance. Il criait, il avait crié Allahu Akbar. Et un des clients dans cette file lui a fait une remarque. Après qu'il ait crié Allahu Akbar ? Oui, le terroriste a dit toi, tiens-toi, t'es le prochain. Et il l'a abattu devant les autres. Ok. Là, pour moi, qui était à l'accueil à ce moment-là, c'était un deuxième claquement de palette et j'ai levé le nez de mon travail parce que c'était bizarre. Enfin, 2, ouais, encore un, on comprend, mais 2. Et il y a eu un peu de brouhaha en même temps. Et quand j'ai regardé, j'ai juste vu un bras, une arme et quelqu'un tirer en l'air. Et je me suis baissée derrière la caisse d'accueil, derrière le comptoir d'accueil. Des gens criaient à ce moment-là ? Ça a crié un peu, mais c'est pas... Pas comme on peut l'imaginer dans cette situation-là. Non, pas comme on peut l'imaginer du tout. Il faut s'imaginer un petit brouhaha de supermarché de taille moyenne et la musique et les publicités qui passent à la radio. Qui s'arrêtent pas. Voilà, qui s'arrêtent pas. Le terroriste, il a continué à rôder sur le devant des caisses. Et je sais qu'il a croisé un client, c'est très bizarre, il a demandé du feu, visiblement pour allumer une mèche en fait, d'une petite grenade artisanale. Et il est très rapidement, en fait, il s'est dirigé vers l'accueil. Le tout a pris que peut-être 2-3 minutes grand maximum. Il a réussi à allumer sa grenade. En fait, il l'a lancé sur la première caisse la plus proche de l'accueil, en direction du caissier qui était là. Et elle n'a pas explosé. Ok. Le caissier a pu s'enfuir un petit peu après. Moi, en fait, je n'ai rien vu de tout ça. J'avais juste vu un homme tirer en l'air. J'étais cachée derrière la banque d'accueil et je réfléchissais par où je pouvais m'enfuir. Bien sûr. T'étais coincée en fait un peu dans la borne. En fait, j'étais coincée. Il aurait fallu que je saute par-dessus la banque d'accueil d'un côté ou que je parte en courant dans les rayons. Mais il n'y avait pas d'issue idéale en fait. J'ai pas eu le temps de me décider, que j'entendais ses pas et savoir revenir dans ma direction. Donc je me suis juste reculée en
fait. Et je suis entrée dans les bureaux qu'il y a à l'arrière de l'accueil, qui sont des bureaux sans issue de secours, sans fenêtre. Ok. Et qui étaient vides. C'est des bureaux de stockage. Et à ce moment-là, les clients t'entendent s'ils partent en courant, s'ils fuient le magasin? Non, j'entends rien du tout. Et j'ai à peine le temps de me cacher à l'entrée du bureau, derrière la porte, que déjà il entrait dans le bureau. Ok, ça fait très rapidement en fait, ça Oui. fait très vite. Oui, en fait, il avait dû me voir me cacher parce qu'il est entré dans la pièce, il s'est même pas retourné vers moi et a dit « Allez, c'est bon, j'ai mon otage, sors de là, je te ferai pas de mal, viens, on appelle les flics. » Ok, donc il voulait un otage. Il voulait un otage. Ok. Et là, j'ai commencé à appliquer des techniques de gestion du stress et de communication que j'avais appris dans mon parcours. Wow. Tu y as pensé là, à ce moment-là? Oui, même quand vous faites des études et que vous avez passé pas mal d'entretiens ou de jurys, vous savez que vous devez gérer votre respiration, gérer votre stress, votre posture, le regard que vous donnez à l'autre pour ne pas aiguiser les ressentiments, la colère ou Bien quoi sûr. que ce soit. Donc j'ai pris une grande respiration. Je me suis dit merde, ça tombe sur moi, c'est pas grave. Je suis rentrée dans une forme de déni en me disant bon ok, il a l'air jeune, ok il a une arme, je l'ai pas vu tirer, enfin sauf en l'air, si ça se trouve, enfin je sais pas ce qu'il veut, et ça se trouve ce sont des balles à blanc, il est pas complètement sérieux. Ok, Je tu suis entrée, relativises d'un coup. Hein. je suis entrée dans une Wow. forme de déni pour pouvoir maîtriser la mon pression, stress. mais Voilà. ok, voilà. wow. Je fais une petite marche arrière. Mon papa était médecin généraliste dans un petit village et médecin urgentiste et il m'avait transmis un espèce de ce calme quand tout va mal hein, ou quand Ok. tout le monde se met à stresser. Wow. Garder son calme, et garder son sang-froid. Et même plus tard, c'est mon père, à l'âge de 25 ans à peu près, qui m'a enseigné des techniques de communication en situation de crise, parce que c'était un sujet qui le passionnait à ce moment-là. Wow. Et j'avais déjà utilisé ces techniques dans mon métier. Et là, tu t'es dit, Et dans ma c'est vie, sorti naturellement Voilà, en fait. voilà. J'ai montré une posture calme, À l'écoute, à l'écoute. Oui. Donc je suis sortie de derrière ma porte. tu lui as fait face. Je lui ai fait face, je l'ai regardé un petit peu et j'ai fait ce qu'il me demandait. Qu'est-ce qu'il voulait du coup à ce moment-là? Alors en fait, ce qu'il voulait, c'était qu'on appelle les secours. Les secours. Les Oui. flics ou les secours? Viens, on appelle les flics. Donc j'ai fait le 17. Donc, t'as pris ton téléphone. J'ai pris le temps de choisir le bon téléphone sans fil qui me permettait de passer un coup de fil à l'extérieur, voilà. Et j'ai composé le 17. Je sais comment on doit se présenter quand on appelle les secours. Ok, t'avais l'habitude. Donc nom, prénom, profession, où on se trouve Bien sûr. et la situation. Ok. Et j'ai entendu au bout du fil la gendarme ou la régulatrice, je sais pas, qui claquait des doigts pour prévenir ses collègues. Waouh. Elle sentait que ça. Allô, je m'appelle Julie, je suis caissière à Super U et je suis avec un monsieur armé qui me tient en joue, je sais plus exactement comment j'ai dit, qui me tient en joue ou en otage. Elle a répété mes mots Oui. et là je l'ai entendu claquer des doigts, elle prévenait son entourage, quoi, Ok. le centre d'appel. Dans le sens où il fallait prendre cet appel-là au sérieux. Ok. Oui, et si on connaît l'ensemble de l'histoire, plus tard j'apprendrai en fait qu'ils avaient déjà reçu beaucoup d'appels. Ok. Il y a beaucoup de clients qui avaient déjà appelé. Bien sûr, ouais, qui avait réussi Voilà. à s'enfuir entre-temps. Ou des collègues de travail qui avaient pris des clients en charge Ok. et qui prévenaient les Ça secours. commence à se savoir en fait. Voilà. Dans la demi-heure qui a précédé, des coups de feu en ville aussi. Par cette même personne, même Et en terroriste? fait, à ce moment-là, les forces de l'ordre ne le savaient pas, mais oui, c'était le même. Et il n'y en D'accord. avait qu'un, mais il n'en était pas sûr. J'ai répondu ensuite aux questions de la gendarme ou la régulatrice que j'avais au téléphone. Je regardais le terroriste en même temps pour savoir si je pouvais répondre à ces questions-là. Oui, pour qu'il Et acquiesce ou pas. Voilà, elle me demande de quoi il est armé, donc je crois que je lui ai posé à lui directement la question, je peux dire ce que vous avez. Et en fait, lui, ça le dérangeait pas du tout. Et comment lui, il était stressé, il était posé? Il était stressé, déterminé. Peut-être qu'il était un petit peu drogué, je sais pas. Ok, il t'a semblé speed. Un petit peu speed, oui. Très vite, en fait, il m'a coupé la parole pour se faire entendre à travers le téléphone, en commençant à donner ses motivations. Ses revendications. Ses revendications, c'est ça, donner ses revendications. Donc, que je comprenne bien, c'est lui qui a pris le téléphone ensuite? Ou Il parlait très fort juste à côté du téléphone. Je suis un soldat de l'État islamique, vous allez tous payer pour mes frères morts en Syrie, ce genre de choses. Tu continues de rester calme? Moi, je toi restais dans le déni. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ok. On garde son calme, on écoute, on réfléchit à la position qu'on a, on réfléchit à sa respiration et à sa manière de communiquer. Je m'étais assise sur le fauteuil de bureau pour passer ce coup de fil et la dame au téléphone, après ces questions, me dit « Ok, surtout, vous ne raccrochez pas ». Et ça, je comprenais très bien pourquoi elle me disait ça. C'est que, en fait, ça me permettait d'avoir dans la main un micro relié à l'extérieur. Ok. Ça me sécurisait, quoi. C'est un contact et aussi une preuve pour eux peut-être. Voilà. Cet audio
l'audio a été enregistré, cet audio. Oui. Tu as pu le réécouter? Alors, je pensais jamais pouvoir le réentendre parce que ça fait partie des pièces à conviction et que j'y ai pas accès comme ça, même en tant que victime. J'ai eu beaucoup de chance au procès. Nos avocats ont convaincu le président de la Cour de nous faire entendre cet audio-là et un autre. Et ça a été très, très important. On a pu réentendre tout cet audio qui dure 50 minutes. Waouh! Les 50 minutes de ma prise d'otage et ensuite l'audio final en fait qui est assez terrible, on en reparlera plus tard certainement. D'accord. La dernière négociation Tout est prouvé, jusqu'à en tout cas, il y a l'intervention des du preuves, GIGN. Oui. Ok. Oui. À ce moment-là, tu es la seule otage, il n'y a plus personne dans le magasin? En fait, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas osé bouger de là où elles s'étaient couchées. Après le coup de fil, le terroriste s'est mis dans le bureau, mais à l'entrée du bureau, devant la porte ouverte en fait. Et je me suis mise face à lui. Lui, il était dans la pièce et il pouvait voir une partie du magasin. Ok. Et par moments, il se mettait dans l'encadrement de la porte pour mieux voir ce qui se passait dans le magasin. Et à un moment donné, il a entendu un petit brouhaha et il a dit aux gens « Allez, sortez de là, cassez-vous avant que je change d'avis ». Donc il a permis aux gens de sortir en fait. Et là, j'ai vu des personnes qui partaient soit en courant, soit en marchant. On avait des collègues par contre qui étaient prostrés sous leur caisse et qui ont mis, elles, beaucoup de temps à être évacuées. Ouais. Bien sûr. Okay. Il y avait d'autres clients, je l'ai su plus tard également, qui avaient réussi à sortir du magasin par l'arrière, d'autres qui avaient abouti dans des chambres froides en fait. Pour se cacher, pour essayer de fuir. Ensuite, les secours sont arrivés de suite après l'appel? Alors les premiers gyrophares sont arrivés assez rapidement. C'était la police municipale, oui, okay. Dans la demi-heure qui a suivi. Oui. D'accord. Il y a eu une petite demi-heure de battement quand même. Oui, on l'entend d'ailleurs dans l'audio qu'on a pu réécouter. Il y a une très 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 longue période où il ne me parle plus, il se passe plus grand chose et en fait on entend juste lui prier. D'accord. Il faisait ses prières, les sourates. Il se remotivait en fait, il restait concentré. Moi, il ne me tenait pas en joue, il ne me menaçait pas. J'étais calme, appuyée contre la table, contre le mur. Un moment d'attente. C'était un moment d'attente d'arrivée des forces de l'ordre. En fait, dans ce moment d'attente-là, il y a eu une période où on a dialogué en fait. Il a eu besoin de justifier de son acte. Et c'est lui en fait qui m'a raconté qu'il avait tué, excusez-moi, 2 PD sur un parking, tiré sur des flics, en fait des CRS en ville, et tué des clients dans le magasin. Ça, c'était le même jour, ça? C'est exactement la question que je lui ai posée. Okay. Je lui ai demandé ce matin. Il m'a dit oui. Et là, moi, j'ai cessé d'être dans le déni parce qu'il venait de me dire qu'il venait de commettre des meurtres. Donc je me suis dit, ok, son pistolet, c'est pas des balles à blanc. Ouais. Il plaisante pas. Il est déterminé. Tout de suite, il me dit, j'ai fait une petite action. J'ai pas tué beaucoup de gens, mais ça suffit. Maintenant, il me reste à mourir en martyr en essayant de péter du flic. Ok. C'est les mots qu'il a utilisés, c'est les mots qu'il a employés. Waouh. Donc là, il voulait que les policiers viennent pour les tuer. Il voulait une confrontation. Et ça l'amusait de voir des képis qui couraient. Il prenait plaisir à voir que ça s'activait, qu'il avait de l'importance. Qu'il avait de l'importance. Est-ce que les forces de l'ordre sont intervenues de suite? Je l'ai su plus tard, mais je peux du coup vous le raconter plus précisément. Ils sont entrés par le côté du magasin, par les bureaux et les vestiaires du personnel. Et dans les bureaux, ils ont accès à un immense mur de vidéos avec toutes les caméras de vidéosurveillance. D'accord. Donc en fait, ils se sont préparés dans ce bureau-là. Ces bureaux sont à l'étage. Ils sont descendus et ils sont entrés dans le magasin, à côté de la dernière caisse la plus éloignée de nous, finalement. D'accord. Là, on les a vus entrer. En fait, ce sont les gendarmes équipés. En fait, c'était le PSIG. Ils se sont positionnés et ils ont avancé en ligne dans notre direction. Ils avaient leur bouclier, le fameux bouclier. Bouclier, casque, avec la visière très épaisse, là. Okay. Et bien armés, en nous tenant en joue. Et à cet instant-là, en fait, le PSIG s'est positionné, est entré dans le magasin. C'est là que ça a chauffé en fait pour moi. Le terroriste m'a mis dans l'encadrement de la porte, il s'est glissé derrière moi, il a posé son arme sur mon crâne, son couteau à côté au niveau de mes côtes et il s'est mis à trembler. Waouh, donc il a eu peur. Pour lui, c'était son final. J'imagine que ça faisait longtemps qu'il préparait ça. Ouais, ça faisait longtemps. Et est-ce que tu as eu peur pour ta vie à ce moment-là? Oui. Tu te voyais mourir? Alors, d'une part, j'avais peur de son arme à lui et je lui ai dit une fois ou deux, attention, tu trembles, ne me tue pas sans faire exprès. Tu lui as dit ça? Oui, parce qu'à un moment, je sentais que j'existais plus. Il pensait plus à moi, j'étais plus qu'un bouclier pour lui. Le psy nous tenait en joue. J'avais vraiment très peur que la balle parte toute seule. Et dans des moments de silence, j'ai glissé ça. Et ça me permettait aussi de réexister, en fait. Bien sûr. Tu n'oublies pas, tout simplement, quand on disait que j'étais. Oui. Dans la discussion que j'avais eue avec lui dans le bureau, pendant cette discussion, il avait juste à un instant évoqué sa mère et ses sœurs. Et il y avait, dans sa manière de dire les choses, on sentait qu'il avait
j'avais encore du respect pour les femmes, les enfants, les petites gens. Je m'étais accrochée à ça en me disant, si je continue à lui montrer du respect, je ne perds pas le peu de respect qu'il a pour moi, quoi. Est-ce que tu as essayé de créer un lien relationnel pour qu'ensuite peut-être ils prennent par pitié, ils te relâchent, ou est-ce que tu y as pensé à ce moment-là? Ma mémoire me donnait pas accès à ces souvenirs-là, mais c'est quand on a réécouté l'audio au tribunal que j'ai entendu ma voix. Je me suis adressée à lui comme si j'avais été sa grande sœur, juste pour lui dire, pour le rassurer à certains moments, parce que y avait un monsieur qui avait passé la porte et qui regardait dans le magasin. Le terroriste a cru que c'était le directeur. En fait, c'était un médecin qui venait voir s'il pouvait encore faire quelque chose pour les corps qui étaient au sol. Et je ne sais absolument pas pourquoi. Il y a même eu un moment, je lui dis attention, te fais pas mal. Je sais plus pourquoi. Je sais pas. Oui, enfin, on a entendu ça dans l'audio et c'est tellement en décalage par rapport à la gravité de ma situation. Mais oui, en fait, ma position, c'était une position de grande sœur. De grande sœur, oui. Wow. C'est impressionnant ce que le corps est capable de dire, d'exprimer dans des moments comme ça. Oui. Donc là, tu es prise en otage avec le pistolet sur la tempe par le terroriste. En face, il y a le psyg qui arrive armé, qui vous met en joue. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le psyg entame un dialogue, mais qui est tout de suite très très tendu. Il y a un négociateur? Alors, en fait, c'est le chef du psyg qui parle. Et le terroriste s'est mis à être très, très menaçant. En fait, on l'a entendu dans l'audio, moi je m'en souvenais pas du tout. Mais 10 fois, il a menacé de me tuer à ce moment-là. En disant, si vous continuez d'avancer, je la tue. Ouais. Et le psyg essayait d'instaurer un dialogue, mais ça a duré quelques minutes comme ça. Et en fait, moi, je ne bougeais plus, j'étais tétanisée et je calculais par où les balles allaient me traverser, en fait. Ok, attends, t'étais résignée un petit peu? J'étais tétanisée, ouais. Dans mes cauchemars, quand je me refais cette scène, je me dis mais pourquoi je me suis pas écroulée? Pourquoi je suis restée debout sur mes jambes? Pourquoi je me suis pas écroulée dans ce sens-là? Il aurait pas pu me tirer dessus, il aurait pas pu me mettre pas savoir, voilà, tu peux pas savoir. Ça fait partie des séquelles Bien sûr. de la scène. Donc il y a un dialogue qui se crée, mais compliqué. Très compliqué, très 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 tendu. Et je pensais vraiment que les balles allaient partir à ce moment-là. Je voyais pas ce qu'il pouvait y avoir comme une autre issue. Rien ne semblait pouvoir se passer d'autre que l'échange de tirs. Tu t'es dit j'allais être sacrifiée pour la J'ai pas eu le sécurité. temps de penser à ça. Je m'étais interdit de penser trop, d'anticiper trop. Même dans le bureau, dans la demi-heure d'avance, l'instant où j'ai pensé à ma fille, j'ai vite empêché ces idées-là de me travailler. Donc j'étais juste tétanisée et mon cerveau a chanté, je pense. Ou en tout cas, aujourd'hui, je n'ai plus accès à ces souvenirs-là exactement. T'as encore des blancs Ça, je ne peux pas m'en souvenir de manière détaillée, précise, non. Je reviens un petit peu en arrière. Est-ce que tu lui as demandé, par exemple, si tu avais le droit d'envoyer un texto à un proche ou d'appeler un proche, ou alors c'était impossible dans la situation dans laquelle ce qui était... Alors, c'est drôle parce qu'il n'a pas cherché à savoir si j'avais un téléphone perso ou quoi que ce soit. Il y a même, de temps en temps, je le sortais pour voir l'heure, ou de temps en temps, je le sortais parce qu'il sonnait. Et j'ai pas osé ni décrocher sans le... Prendre d'initiative. Tu voulais pas le fâcher non plus. Exactement. Donc là, t'es au milieu. Il y a un discours un petit peu qui monte en tension. Oui. Et ensuite, la prochaine... Des espèces de secondes interminables jusqu'au moment où on entend une voix détachée du psyg qui dit « Vos gueules, les gars, reculez, je prends ». Ok. Qui était cet homme? Et c'était Arnaud Beltrame. D'accord. Le psyg conteste un peu l'ordre en lui disant quelque chose comme « Mes chefs, vous n'êtes pas équipés ». Et là, il réitère son ordre « Vos gueules, les gars, reculez, je prends ». Et en fait, là, il se lève et il avance dans notre direction. Tout seul, là. En entamant la négociation et le dialogue. Le terroriste, qui était vraiment tendu, extrêmement tendu à ce moment-là, l'a beaucoup provoqué verbalement. Il lui a dit viens, viens si tu veux mourir. Et en fait, Arnaud Beltrame a transformé ça en écoute, la petite dame, elle a rien fait. Prends-moi à sa place, je représente l'État, on va discuter. D'accord. Il se mettait en position d'avoir plus de valeur, entre guillemets, que toi, dans le sens où il représente l'État, et donc pour le terroriste, c'est plus intéressant. Voilà, parce que le terroriste, sa revendication, c'est en tant que terroriste, je fais payer la France pour ses actes armés à l'étranger, pour mes frères morts en Syrie, c'est ça ? En Syrie. Et en fait, Arnaud Beltrame, j'ai tout de suite senti son professionnalisme, en fait. Sa manière d'avancer, de parler de manière non agressive, de vous voyez le terroriste.
sa manière d'occuper le dialogue presque en permanence et de reformuler tout le temps la même proposition mais de manière différente. La petite dame, elle a rien fait, laisse-la partir, prends-moi à sa place. C'était très très fin, c'était Intelligent. C'était intelligent. Oui, et puis il s'est avancé de plus en plus. Il a dû en fait se Il était armé ou pas? Oui, Ok. il avait son arme de service. Ok. Donc il a dû enlever son ceinturon, le poser avant d'arriver à notre niveau. Il l'a posé de l'autre côté de la banque d'accueil. C'est le terroriste qui lui a demandé de se désarmer ou c'est lui qui Non, c'est volontairement- lui dans la négociation. C'est Arnaud Beltrame en disant Qui a regarde, dit- je me désarme. Ok. Tu vois, je fais pas le cow-boy. Tu vois, je m'approche. Tout ça n'était pas du tout prévu ni anticipé. Donc le terroriste en fait au final a récupéré l'arme d'Arnaud Beltrame. D'accord. Le terroriste a demandé à Arnaud de lui faire passer l'arme en la glissant au sol. D'accord. Et là, comment réagissent le psy à ce moment-là? Il Moi, regarde. Je ne T'oublies. saurais pas le dire. Oui, je regarde au sol. Je priais pas encore à l'époque, mais enfin. T'étais croyante ou pas? Pas du tout, du tout. Et tu t'es mis à prier? Bien plus tard, oui, dans les années qui ont suivi. D'accord. Mais sur l'instant, tu priais ou pas? J'étais dans le zéro mouvement, j'écoute, je fais reste ce qu'on me dit. attentive à mes mouvements, ma position, mais j'étais, je pense, quand même en état de choc. Et à quel moment s'est fait l'échange du coup? Alors, Arnaud Beltrame a fait le tour de la banque d'accueil pour pouvoir passer derrière la banque d'accueil. Il s'est positionné à l'entrée du bureau. Le terroriste, lui, m'avait fait reculer au centre de la pièce, vers l'arrière de la pièce. Arnaud Beltrame est carrément entré dans la pièce tout en continuant sa tchatch, en disant notamment, par exemple, que il avait une famille, lui aussi, il avait une femme et des enfants et qu'il n'allait pas faire le cow-boy, il n'était pas là pour jouer au cow-boy. En tant que représentant de l'État, ils allaient discuter. Et il y a eu un blanc, le terroriste n'avait pas dit non. J'ai senti que c'était le moment où je pouvais partir, le moment de l'échange. Tu t'es décollé un petit peu. J'ai posé la question en fait pour valider et pour prévenir aussi, pas faire de gestes sans prévenir. J'ai dit ok, j'y vais alors. Et j'ai avancé doucement vers la sortie. Je suis passée devant Arnaud Beltrame. J'ai pas osé me décaler pour poser le téléphone sur la table qui était dans le bureau. J'ai pas osé, j'ai eu trop peur. Je suis sortie de la pièce et j'ai posé le téléphone qui était toujours en lien avec le 17. Oui. Je l'ai posé sur la banque d'accueil. D'accord. Et je suis partie en direction du magasin où, en fait, j'ai été récupérée par une gendarme qui m'a fait sortir. Et donc là, après, tu as été hospitalisée, tu as été... J'ai été mise avec tout le personnel et les clients qui avaient été sortis du magasin dans un garage qui est à côté du magasin. D'accord. Quelques-uns d'entre nous ont été très rapidement auditionnés. On m'a demandé ce que j'avais vu, quelle arme il avait. Il nous a fallu attendre assez longtemps quand même pour être déplacés, puis emmenés en cellule de crise. La cellule de crise qui s'était montée à la mairie en fait. Qu'est-ce que ça veut dire cellule de crise? En fait, il y a des associations, je ne suis pas une pro, je ne suis pas une experte de la question, mais des psys d'urgence, je ne sais pas si c'est la Croix-Rouge et quelques autres organismes qui sont toujours en veille sur tout le territoire et qui peuvent arriver assez vite sur pour rassurer les victimes. Voilà. Comment on rassure une victime d'une prise d'otage par un terroriste? Qu'est-ce que tu voulais qu'on te dise à ce moment-là? En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de prise en charge adaptée ni à ce moment-là, ni ce jour-là, et c'est pas super bien. Enfin, moi, ce dont j'ai bénéficié, finalement, avec le recul, c'est très loin d'être suffisant. En fait, pendant plusieurs heures, en plus, on n'a accès à personne. On est entre nous et on doit passer des auditions. En l'occurrence, là, sur cette affaire-là, c'était la police judiciaire qui était en charge de l'événement. Et c'est la police judiciaire qui m'a auditionné longuement à la mairie. Tu as pu appeler un proche de suite pour dire que tu allais bien? Oui, une fois que j'ai été sortie du magasin et mis avec les autres au point de regroupement, là, j'ai pu... Passer un coup de fil. Oui. Qu'est-ce que tu as dit dans le message ou l'appel que tu as passé? Alors, en fait, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux dire? C'est drôle parce que j'ai pas eu le temps d'appeler. J'ai eu le temps de saisir de m'asseoir, complètement hébétée, de regarder autour de moi, de voir mes collègues qui pleuraient, d'apprendre que certains étaient décédés. Un des meurtres, il s'agissait de Christian, qui était c'était un super gars, un mec en or, que tout le monde aimait. Et j'ai eu le temps de regarder mon téléphone et en fait, c'est très drôle, c'est mon grand frère qui m'a appelé, mais de Québec. Waouh! Il s'est réveillé à 6h du matin avec la radio et quand il a entendu attentat au Super U de Trèbes, il m'a appelé. Il savait que tu travaillais là-bas. Et oui, et j'ai pu en fait tout de suite dire ben ça va. Je suis sortie, j'ai été prise en otage, je suis sortie, ça va. Waouh! Appelle nos parents et rassure-les. Ça devait être puissant là, même pour lui, pour toi. C'était très puissant. Waouh! Du coup, là, tu étais en cellule de crise, tu as dû tout raconter ton histoire. Oui. En détail, j'imagine. Répondre aux questions précises de la police, oui.
Et on est assez perturbé dans ces moments-là. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas, des détails qu'on a Qu'on- d'un coup zappés qui reviendront plus tard. Peut-être qu'ils t'ont interrogé aussi rapidement pour pas que tu oublies trop, peut-être, je sais Oui, pas. il y a plein de bonnes raisons d'interroger très vite. C'était retransmis à la télé en plus, à ce moment-là. Est-ce que c'était en direct Ah, moi, ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Mais D'accord. c'est vrai que, je ne sais pas à quel moment les caméras sont arrivées sur place. Ça a dû être très rapide, oui. D'accord, ok. C'était retransmis en direct. Ta En sortie tout cas, a dans été la filmée journée, aussi? Non, notre sortie n'a pas été filmée. Ça faisait à peine 1 heure que le terroriste était entré dans le magasin. Il n'y avait pas encore de caméra à ce moment-là. Pour en revenir du coup au supermarché, du coup Arnaud Beltrame était le nouvel otage. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors ça, je l'ai su bien plus tard. Quand tu dis bien plus tard, c'est des jours après, des mois après? J'ai mis des années à avoir des informations sur ce qu'il... Et puis même personne ne peut vous dire exactement comment ça s'est passé entre le terroriste et Arnaud. Ok, il y a de la confidentialité? Déjà, il n'y avait pas de micro. Le négociateur du GIGN a pu les joindre à 2 reprises, je crois. Et c'est tout ce qu'on a comme info. Il n'y a pas du tout de caméra dans cette pièce, alors que le magasin est truffé de caméras. Ouais, Les pas cet pièces endroit-là, réservées ouais. au personnel, il n'y a pas de caméra. D'accord. Il y avait le téléphone, non? Qui était sur le 17 encore? Eh bien non, le problème c'est que ce téléphone, je l'avais posé sur la caisse, sur la banque d'accueil. D'accord. Donc le terroriste a fait fermer la porte du bureau à partir du moment où il s'est retrouvé seul avec Arnaud. D'accord. Donc là, ils étaient dans un Tout seul entre eux. huis clos. Oui. Ok. On sait quasiment rien de ce qui s'est passé à De l'intérieur. ce qui s'est dit, j'imagine qu'il a essayé de négocier peut-être. Alors Arnaud était vraiment une personne exceptionnelle, très réfléchie, très pro. C'était pas un simple, c'était plus qu'un gendarme. Il avait été soldat, il avait déjà mené des négociations très hard. Il avait participé à des opérations très compliqué. Oui, et c'était aussi quelqu'un de très croyant. Les personnes qui connaissent bien Arnaud ont dit, mais forcément, il a dû essayer de retourner un peu le terroriste, de le faire souffler, de le calmer. De le raisonner. Il y a eu même une rumeur, mais c'est impossible à vérifier. À un moment donné, on les aurait entendus, le terroriste disant une sourate et Arnaud Beltrame disant un « Je vous salue Marie ». Waouh. C'est une rumeur, je ne sais pas si... Ok. Et en fait, leur huis clos a duré plusieurs heures, jusqu'à un moment donné, dans l'après-midi, le négociateur du GIGN a réussi à les joindre sur le téléphone portable d'Arnaud. C'est Arnaud qui a décroché. Ok. Il a dit un message un peu énigmatique que l'on peut comprendre avec du recul comme étant un message caché de... En fait, il a dit au téléphone « Oui, je suis Arnaud, c'est moi l'otage. Bon, vous savez qui je suis, vous savez d'où je viens. Bon, ben tout va bien. Je répète, tout va bien. » D'accord. Là-dessus, la conversation s'est faite entre le négociateur du GIGN et le terroriste. Et c'était une conversation un peu... ça menait pas... Ça avançait pas. Ça avançait pas. Et c'est là qu'on entend en fait un brouhaha qui est en fait... ce sont en fait des bruits de lutte. D'accord. Il y a des coups de feu qui sont tirés. Il y a des cris. Il y a des journalistes qui ont relaté ce qu'on a entendu au procès à Paris dans cet audio-là. En fait, on entend Arnaud qui crie « Assaut ! Assaut !» Ok. à ce moment-là. Et la suite de l'audio, je ne sais pas si je peux en parler. La vérité, c'est que pendant plusieurs minutes, on entend l'agonie d'Arnaud. Au téléphone. On entend des râles et le négociateur qui essaye de rétablir un contact alors qu'on ne lui parle plus, qu'on n'entend plus aucune voix, ni celle du terroriste, ni celle d'Arnaud. On entend de temps en temps un râle, on entend une chaise qui est frottée au sol et le négociateur qui essaye de remettre, qui est visiblement en haut-parleur sur le téléphone et qui dit Arnaud, tu m'entends? Si tu m'entends, fais un bruit. Redouane, tu m'entends? Parle-moi, il faut continuer à Au nom parler. du terroriste, ouais. Est-ce que tu penses que du coup Arnaud a essayé de désarmer le terroriste? Alors, il y a quelque chose de magnifique qu'on a, je ne sais pas si d'autres gens le savaient avant, mais enfin, la plupart des personnes l'ont su au procès. La médecine légale montre que le terroriste a été abattu au final par le GIGN, mais il y a une balle troublante qui est passée par la clavicule, par le haut de l'épaule, qui a percé le poumon. Mais la chose troublante, c'est que le poumon du terroriste s'est rempli d'1 litre de sang. Et ce que le médecin légiste explique, c'est qu'il faut un cœur qui bat, donc quelqu'un en vie, pour remplir les poumons d'1 litre de sang. Ce qui veut dire que ça ne peut que être une balle qui a été tirée plusieurs minutes avant les balles du GIGN qui ont tué le terroriste. D'accord, donc on suppose que c'est une des balles d'Arnaud. Donc logiquement, c'est une balle que Arnaud a posée. D'accord, waouh. Et la chose merveilleuse que ça raconte, c'est que Arnaud a tout bien fait du début à la fin. Il a même protégé ses gars jusqu'au bout et il a neutralisé le terroriste lui-même. Alors je sais que c'était pas dans les procédures, que c'était pas... Je sais qu'un soldat doit respecter
respecter les ordres. En l'occurrence là, pour moi, le soldat, il était intervenu à un moment crucial pour sauver une vie civile et il s'y est très bien pris jusqu'à la fin. Waouh. Wow. Est-ce que tu as été en contact avec la famille d'Arnaud? Dans le mois qui a suivi l'attentat, j'ai reçu une très très belle lettre de son épouse. Une lettre très sensible. Vous savez comment on n'en fait plus? Sur un vrai papier, dans une vraie enveloppe avec une belle écriture et une lettre très déculpabilisante. Parce que oui, tu culpabilisais peut-être un petit peu toi aussi. Et surtout, je me disais, mais elle fait partie des personnes qui doivent me haïr. Et non. Elle me disait elle-même que son mari n'avait fait que son travail, que je ne devais pas culpabiliser. L'épouse d'Arnaud est une croyante également et elle m'avait laissé de très belles phrases dans cette lettre sur le sens que tout ça pouvait avoir et sur le fait que ma vie avait du prix. Et j'ai eu un mal fou à répondre au courrier. Tu as mis un an, c'est ça? J'ai mis un an à lui répondre et on a pu se rencontrer par la suite. Et ça a été un moment d'une extrême... plein d'émotions et plein de délicatesse. L'épouse d'Arnaud est extrêmement sensible, fine, douce, très intelligente. Elle choisit très finement ses mots. C'était une rencontre tout en délicatesse où elle avait des choses à me dire sur Arnaud, sur sa personnalité, sur ses choix. Et moi, j'avais des choses à lui dire. Et je ne voulais surtout pas lui faire de mal, lui dire des choses trop hard. Je voulais lui dire comment moi j'avais vécu la scène, comment Arnaud avait pris ma place, à quel point je l'avais trouvé professionnel dès les premières secondes dans la manière de s'y prendre. À quel moment tu as appris que Arnaud avait perdu la vie? Le lendemain matin en allumant la télé. Ah, tu l'as appris en allumant la télé? Oui, oui. Comment tu as ressenti? C'était un effondrement parce qu'on avait perdu un homme d'une très grande valeur. Ça donnait un poids à ce qui venait de se passer, à mon histoire. Ça donnait un poids, une charge très lourde. Et j'ai eu envie de tout de rejeter cette histoire, de dire non mais je porte pas ça. Très vite, j'ai eu très peur des médias et ça n'a pas tardé en fait. Très vite, ils ont été dans notre village et à notre porte. Je fais un gros effort en fait pour Arnaud, pour faire savoir, mettre en valeur son courage. Mais à cette époque-là, j'étais terrorisée. Je voulais surtout, je voulais qu'on me laisse tranquille et je voulais pas jouer le rôle de la star. Puis de cette caissière sauvée par un gendarme, par un super gendarme. Peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui tu souhaites témoigner à visage couvert pour vraiment mettre la gloire sur lui et pas sur toi. Et moi en fait je continue à avoir peur. D'une part je dois protéger ma fille de remarques, de choses qui pourraient lui... Voilà. La plupart des gens sont bienveillants ou en tout cas pas malveillants, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont maladroits, d'autres personnes qui sont un peu bêtes et quelques personnes toxiques, quelques rarissimes personnes dangereuses. J'ai pas envie d'attirer, y a pas besoin. Bien sûr. 2-3 jours après, j'ai pu aller, c'était le mardi matin. Attentat le vendredi, annonce de la mort le samedi matin et le mardi matin, je peux aller voir le corps d'Arnaud avant qu'il le transporte à Paris pour la cérémonie des Invalides. Quand j'ai appris la mort d'Arnaud, en fait c'est mon papa qui m'a soufflé l'idée parce qu'il a accompagné des gens dans la mort, il connaît les protocoles. Il savait que ça pouvait te faire du bien. Et surtout sur le plan psychologique, il savait que ça pouvait être très important. Et combien il avait raison. Donc en fait, j'ai demandé à la gendarmerie de faire passer le mot, pas faire passer ma question, est-ce que je pouvais aller voir le corps d'Arnaud? Et on me l'a accordé et j'ai pu aller voir Arnaud au funérarium. C'était un moment très important de revoir son visage, de le remercier et de lui faire une forme de promesse, de savoir que j'essaierai de me rendre digne du geste qu'il a eu. Et ça t'a aidé? Ça t'a aidé pour la suite? C'est une phase de deuil très importante, oui. Les phases de deuil, il faut pas les louper. Elles se présentent jamais. L'acceptation, la colère. Le fait de dire au revoir aux défunts, c'est une étape très importante. Si on en a la possibilité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Même si ça demande beaucoup de courage pour faire le premier pas, il ne faut pas le louper. Ensuite, il y a eu la cérémonie aux Invalides. Est-ce que tu as pu y assister, toi? J'y ai assisté en me cachant des journalistes, donc c'est pas un très bon moment pour moi. D'accord, ok. Ils cherchaient encore à avoir ton témoignage C'était le début, oui. Ils cherchaient à avoir mon témoignage et j'avais une journaliste très pot de colle qui me cherchait partout. C'est très rigolo, je me suis retrouvée parmi les gendarmes de Carcassonne. C'était très étrange. J'étais pas prête à assumer tout ça à ce moment-là. Si la scène se reproduisait, je leur poserais plein de questions, je me renseignerais sur plein de choses. Non, j'étais un peu
tétanisée encore à cette période-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'est passé plusieurs années, est-ce que tu as gardé des séquelles de tout ça? C'est comme une cicatrice au cerveau qui me provoque des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire et des peurs un peu irrationnelles ou des flashs, enfin des idées. Oh ben là, je pourrais me faire abattre. Oh ben là, je sais pas, c'est pas. Quand tu rentres dans un lieu, tu penses de suite à ça? Ah oui. Il y a des moments bénis où des instants bénis où je n'y pense pas, mais sinon j'ai toujours un réflexe de s'il se passe quelque chose, je vais me cacher où, je me jette où, enfin Sortie de secours. oui, ou derrière quoi je peux me cacher, comment je saisis ma fille, enfin toujours des solutions, à la recherche de solutions. Au cas où il se passerait encore un oui. drame. Oui. D'accord. Les médecins appellent ça l'hypervigilance. Julie, est-ce que tu peux nous raconter ta vie du coup avant cette journée du 23 mars 2018? J'avais la joie, le bonheur de m'occuper de ma fille qui était née en 2015. J'avais pris une année sans travailler pour pouvoir la voir grandir et profiter d'elle et lui donner un maximum. Quand elle a eu 1 an, il fallait que je retravaille et je ne voulais pas retravailler dans des jobs d'ingénieur comme j'avais fait jusqu'à présent. Donc j'ai cherché un boulot de secrétaire ou d'assistante. Et quand on a beaucoup de diplômes, en fait, c'est très difficile de trouver un poste de ce type-là. J'avais fini par déposer des CV au magasin où je faisais mes courses. D'accord. Et le fameux Super U, c'est ça? Le fameux Super U. Ok. Et j'ai été prise à l'accueil. Je faisais de la caisse et de l'accueil. Mais l'accueil est beaucoup plus complet et complexe que la caisse. Ça fait caisse centrale, ça fait les réclamations, les remboursements complexes et surtout la location de véhicules utilitaires. Ok, Voilà. ok, très bien. Donc ce sont des journées avec des coups de speed et un peu plus de responsabilité, quoi. Au final, c'était pas forcément moins stressant. Pas du tout, non. Pas du tout. Tu as travaillé pendant combien de temps du coup? Je m'étais donné 2 ans avant de repartir sur des jobs qui me correspondent à mes diplômes. Donc ça faisait 1 an et demi que j'y étais. Je commençais déjà à chercher un job d'ingénieur comme ce que je faisais avant. Tu as été suivie psychologiquement? Oui, j'ai été suivie par des bons et moins bons psy. Et ce que je peux dire aujourd'hui, avec 6 ans de recul, c'est qu'il y a encore des parts de mon traumatisme qui ne sont pas du tout traitées. Et j'aurais besoin de psy vraiment chevronnés pour traiter certains aspects du traumatisme. J'ai eu quelques bons psys, j'ai été suivie longtemps, mais le psychologue qui m'a suivie le plus longtemps avait ses propres limites et ne m'a pas permis de traiter les scènes les plus violentes finalement. Je me rends compte avec le recul, avec la fin du procès, que c'est toujours là. Et c'est très étrange, les interviews me font réaliser plein de choses. Et le livre aussi, la rédaction du livre il y a à peine quelques mois, m'ont fait progresser beaucoup dans la reconnaissance de mes séquelles. Et j'aurais vraiment besoin de quelqu'un de très spécialisé. Quel type de profil tu cherches? Peut-être un psychologue qui a travaillé avec des militaires, sans prétention, je veux dire, je ne veux pas me comparer, mais... Tu as été victime, oui, d'un acte terroriste qui peut s'apparenter peut-être à des crimes de guerre aussi, donc... Oui, le fait d'avoir été braqué comme ça, il faut quelqu'un qui puisse encaisser une grande violence parce que c'est pas quelque chose de courant. Si jamais il y a un psychologue chevronné qui peut t'aider, comment il peut te contacter? Peut-être par mon avocat, Henri de Beauregard, à Paris. Ok. Il saura me transmettre les messages. Combien de victimes il y a eu en tout? En fait, le terroriste a commencé sa journée en déposant ses sœurs à l'école, en allant à pied sur un parking un peu retiré, se procurer une voiture. Là, il a abattu 2 personnes, dont une qui a survécu, Renato. Il lui a tiré dans la tête aussi, mais Renato a survécu. Et il se bat aujourd'hui pour vivre le plus normalement possible avec la balle dans la tête. Il a récupéré la voiture. Il est allé en ville dans Carcassonne. En quittant Carcassonne, il a vu une compagnie de CRS, quelques gars qui faisaient leur footing, qui allaient rentrer à leur caserne. Il leur a tiré dessus dans le dos. Wow. Et blessé l'un d'eux. Et puis il a continué sa route jusqu'au supermarché. Et au magasin, il a tué Christian, Monsieur Sosna et Arnaud. Ça fait 4 morts avec Renato et le CRS, 2 blessés par balle. Pourquoi as-tu eu envie d'écrire un livre? L'envie, je l'ai eue dans les années qui ont suivi l'attentat pour poser mon propre témoignage, en quelque sorte le graver dans le marbre, pour donner ma version sur l'action d'Arnaud. C'était mon hommage à Arnaud et je ne pouvais pas ne pas laisser un hommage, donner ma version, dire ce que j'avais vu, le professionnalisme que j'avais vu chez Arnaud. Je ne pouvais pas faire autrement et par contre je n'arrivais pas à l'écrire du tout, je n'arrivais pas à m'y mettre. Il a vraiment fallu
une conjonction d'événements et de personnes et de rencontres pour que ce livre voie le jour. Et en fait, il a vu le jour juste fin 2023, Wow, ok. où d'un coup, tout a été réuni. L'éditeur, Marc Hainaut, journaliste à Paris, pour m'aider à l'écrire, mon avocat qui a ficelé tout ça, mon mari qui s'est occupé de tout pendant que j'écrivais que je co-écrivais avec Marc Hainaut, et il a été écrit très très rapidement. Et ça a été un immense soulagement, un énorme travail, mais un immense soulagement derrière. Et je voulais jeter mon témoignage. Je savais qu'après derrière, il y avait le procès, un mois de procès à vivre à Paris. J'essayais comme ça c'est une phase où j'essaye de me dégager d'un maximum du poids de cette histoire. J'avais des choses importantes, un cri de douleur à passer aussi sur la prise en charge des victimes de terrorisme. En tout cas, ce que nous, comment on a été pris en charge, et moi, ce que j'ai vécu. On n'est pas encore au point en France sur la prise en charge des victimes. Peut-être que d'autres personnes s'en sont sorties beaucoup mieux. Enfin, j'ai beaucoup galéré et j'avais un coup de gueule à passer là-dessus. Et à raconter aussi comment ma vie s'était cassée la figure après l'attentat et comment je suis remontée. Ça valait le coup d'être raconté. C'est quelque chose de positif, de beau, qu'il valait le coup d'être raconté, d'être transmis. Est-ce que tu as pu discuter avec d'autres victimes d'attentats? Avec mes collègues de travail, on a ressenti énormément de soulagement à se revoir après l'attentat, à croiser les informations, à se dire les unes les autres ce qu'on avait vécu. Mais après, avec le temps, on a tous évolué de manière très différente. On se rend compte que par moments, entre victimes, si on reste trop en contact, on finit par se blesser sans le vouloir, parce que toi, t'as pas avancé, t'as avancé sur tel aspect, ça me fait du mal, enfin, ça me montre que moi, j'ai pas avancé là-dessus, ça me fait pas du bien, ou je suis pas prête à voir ça. Enfin, et il y a une période, en tout cas, qu'on a traversée où on s'est rendu compte qu'on ne se faisait pas toujours que du bien, quoi. Voilà. D'accord. Avec les autres victimes de cet événement-là. Oui, et curieusement, je n'ai pas eu l'énergie d'aller rencontrer d'autres victimes. Déjà, ça m'est arrivé d'avoir l'impulsion en voyant une interview des interviews des victimes qui prennent la parole. Il n'y en a pas eu tant que ça. J'aurais pu entrer en contact avec des associations d'aide aux victimes. Mais je sais pas, j'ai pas eu l'énergie pour ça. D'accord. Comment tu vas aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai réappris à vivre. À la suite de l'attentat, j'ai traversé une longue période dans le désert, avec beaucoup de pertes, beaucoup de fracas, beaucoup de choses qui se sont cassées la figure autour de moi, beaucoup de douleurs, beaucoup d'incompréhension, de jugement et de difficultés à avancer. Et même 3 ans après l'attentat, j'étais vraiment au fond du trou. Je commençais à être vraiment perdue, seule avec ma fille, pouvant plus compter que sur ma maman qui se fatiguait pour m'aider de temps en temps. En fait, je me suis relevée en trouvant la foi, en acceptant la foi. D'accord. En rencontrant d'abord un prêtre, un chanoine, en faisant la connaissance d'une communauté catholique. Quand j'ai rencontré ce prêtre et cette communauté de paroissiens, moi qui étais une athée farouche jusqu'en 2018, 2019, 2020, 2019-2020, j'ai commencé à me poser des questions sur la spiritualité, sur l'existence de Dieu, et plein de personnes m'ont déposé des petits cailloux blancs sur ma route, qui m'emmenaient me poser de plus en plus de questions. Et il y a eu un moment, par exemple, où j'ai appris que Arnaud Beltrame avait la foi aussi, une foi profonde à laquelle il était revenu à 30 ans passés. Et voilà, ça aussi, c'est un caillou de plus pour vous dire, mais... c'est peut-être la solution pour t'aider, toi. Toutes ces personnes-là sont peut-être pas dans l'erreur comme je croyais. Ça vaut le coup d'aller voir. Et puis, ah oui, ça me parle. Ah ben ça, maintenant, je comprends. Alors, c'est quoi prier? Ah oui, d'accord. Ah puis là, je vais trop mal, j'en peux plus. J'ai plus de force. Et je vais prier. Et je dépose une prière, je dépose mon sac à dos, je dépose mes rames. Je dis dans ma prière que je peux plus ramer, que moi qui ai toujours cru, la réussite est toujours forcément grâce à ton effort personnel, et plus tu rames fort et plus tu vas réussir. Sûr, ouais. Et en fait, là, non, j'admets qu'il y a une part qu'on ne maîtrise pas. Okay. Oui, et on peut accepter l'idée qu'on ne maîtrise pas tout, que notre trajectoire de vie, même si on va en décider certains virages, de les prendre, de ne pas les prendre, de les prendre serrés ou pas serrés, d'accepter l'idée qu'il y a des choses qui vont nous arriver, qu'on ne peut pas maîtriser, on n'y peut rien. C'est comme ça, il faut les vivre, c'est sur notre trajectoire de toute façon.
il y a quelque chose de plus grand, au-dessus de nous qui nous Qui a un dirige. choix de vie pour nous. J'ai mon libre arbitre, je peux faire des erreurs dans tout ça ou choisir la manière dont je mène ma vie, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça m'a fait un bien fou de confier à Dieu en fait mon chemin. Je vais prendre ce qui vient, je vais arrêter de me battre dans tous les sens, d'essayer d'avoir maîtrise sur tout. Et du jour où j'ai fait ça, le ciel s'est ouvert et la lumière est apparue et ma vie s'embellit et je recoue les plaies et je réapprends à vivre. J'ai rencontré mon mari, j'ai réappris à vivre, j'ai compris beaucoup de mes séquelles et aujourd'hui je vis avec les séquelles mais je construis l'avenir, voilà. Et je construis un avenir paisible, posé, sécurisant pour moi et dans la foi. Toutes mes félicitations et plein de bonheur pour la suite. Merci Thibaut, merci beaucoup. Bravo. Merci. Bravo. Quel témoignage. On en a eu mais celui-là était puissant, hein.